My name is Sam Raimi. Evil Dead est un premier film brillant d'inventivité et de folie avec un Bruce Campbell tout jeune qui ne quittera plus un Sam Raimi complètement foufou. Deuxième film, Mort sur le grill. Tout comme Evil Dead, le film transpire l'envie de renaissance du cinéma indépendant américain de la part de Sam Raimi et Bruce Campbell, qui le produisent ensemble avec leur société Renaissance Pictures. Les coulisses sont un peu compliquées parce que si Raimi a fait avec Evil Dead un film pas cher entre poteaux, Mort sur le grill est sa première expérience de réalisateur devant gérer une grosse équipe. Le résultat final est néanmoins très fun, bien bordélique avec son articulation en flashback qui se déroule avant une nuit fatale et sanglante. Un film un peu plus dur à digérer car un peu trop chargé de gags et où le côté cartoonesque prend le pas sur l'histoire. Mais bon, la séquence de course-poursuite finale est très rigoureuse et superbe. Retour à Evil Dead avec Evil Dead 2. Plus du tout un film d'horreur, mais vraiment une comédie horrifique. Le film réinvente son prédécesseur comme le fera le volume 3 plus tard. Sam Raimi a plus de budget que pour son premier et il s'éclate. Tout ce qu'il a frustré sur le premier volet vole en éclats. Il a le contrôle absolu grâce à la carte blanche laissée par son producteur, Dino De Laurentiis, conscient que le film a cartonné en VHS, mais aussi en Italie. Et puis bon, le frère du réalisateur, Ted Raimi, joue le rôle d'Henrietta la possédée et il a tellement galéré sur le tournage qu'il faut bien lui rendre hommage en kiffant le résultat final et son énergie du montage complètement folle et jouissive qui sent bon la grande cour de récré qu'a semblé être le tournage. Darkman maintenant, superbe film de super-héros autour d'un vengeur. À la base, Raimi était dans les papiers des réalisateurs qui pouvaient faire le film The Shadow, adapté de comics, mais Sam Raimi n'est pas encore suffisamment connu. Liam Neeson est extrêmement convaincant dans ce film, dégageant quelque chose de doux et d'attachant. Il y a une vraie alchimie avec Frances McDormand. Encore une fois, Raimi passe un step et s'essaye aux cascades et aux effets spéciaux optiques et pyrotechniques, globalement avec succès, même s'il y a 2-3 trucs qui paraissent un peu dégueux aujourd'hui. Mais on les oublie vite grâce au beau plan de grue. Le pitch est sympa top, c'est l'histoire d'un gars qui peut changer de visage, et j'en dis pas plus. Découvrez-le, il mérite d'être bien plus connu et célébré. Écartez-vous! Evil Dead 3, l'armée des ténèbres. Alors j'ai vu qu'une seule des 4 versions différentes qui existent, et je sais pas ce qu'elle est censée être, et j'adore comme Sam Raimi pousse les potards hyper loin. Ash, le personnage principal, est plus débile que jamais, plus fou que jamais, c'est du Tex Avery en plus abouti que dans Mort sur le grill. Ash prend hyper cher tout le temps, ça me fume. Et c'est peut-être son premier blockbuster, qui ne soit pas une commande en tout cas. Il y a une centaine de figurants, il y a un château assailli, il y a 112 jours de tournage prévus, alors que Raimi tourne pas loin de 15 heures par jour la plupart du temps. Et c'est plus d'ailleurs qu'il n'y aura de jours de tournage pour Spider-Man plus tard. Et alors là, pour tous ceux qui trouvent que ça tourne en rond, paf, un western avec Mort ou Vif. Sam Raimi renouvelle le genre quelques années après Impitoyable, et nous offre des duels au revolver de toute beauté et filmés de manière très moderne, avec une figure féminine forte grâce au personnage joué par Sharon Stone. Et puis bon, il y a DiCaprio jeune et déjà talentueux dans un rôle tout en nuances très intéressant, mais aussi Russell Crowe. Le film va un peu déboussoler et peiner à trouver son public parce que son dynamisme survolté peut perturber certains spectateurs peu habitués à cela dans un western. Mais c'est justement ça qui le rend unique, donc je vous recommande de le voir, bien évidemment, et pas souvent sur RTL 9 en plus. En 98 sort Un plan simple. Alors là, on est sur un pur film de commande passé de main en main avant d'atterrir chez Sam Raimi. C'est un thriller plutôt honnête, Bill Paxton et Bridget Fonda sont très bons dedans, et la manière de filmer est beaucoup plus posée, donc les fans de Raimi ne vont pas aimer, mais le grand public va plutôt apprécier. Le film se passe dans un Minnesota enneigé, petit côté Fargo qui était sorti 3 ans avant, et il raconte l'histoire de 2 gars qui tombent sur un sac de 4 millions de dollars. Le film a au moins le mérite d'avoir un côté psychologique et même autobiographique, puisque Sam Raimi est lui-même issu de cette classe moyenne qu'il dépeint ici. Et là, encore un film de commande, qui semble être réalisé par Kevin Costner lui-même, plutôt que par Sam Raimi, avec Pour l'amour du jeu. C'est peut-être son film le moins intéressant. Trop de fondus enchaînés, trop peu d'explications sur les règles du foot américain pour le public néophyte français, qui va comprendre que dalle du coup. Reste 2-3 trucs à sauver, comme la lumière qui est très belle, et séquences où le personnage de Costner se retrouve centré sur lui-même, plutôt bien foutu. Mais le personnage de Costner est trop parfait.
car c'est ce que Costner voulait dégager à l'époque, et ça fonctionne pas. Et puis surtout, c'est fou que Sam Raimi ne prenne pas la peine d'expliquer les règles du jeu pour le public non acquis à sa cause, comme il le fera plus tard avec Spider-Man, alors que pour le coup c'était peut-être pas la peine. Bon bref, film suivant. Parlons un peu de vrai cinéma maintenant avec Intuition. Intuition, c'est le retour du grand Sam Raimi en pleine maîtrise de ses moyens, pour un film très fort et sérieux, très grave, très sombre parfois, sur lequel on retrouve un Sam Raimi qui s'autorise à nouveau à ce que la caméra soit un personnage. Elle est percutée à un moment, elle sert comme elle servait à l'époque d'Evil Dead. Super casting, que ce soit Keanu Reeves ou la magnétique Cate Blanchett. Mais surtout Giovanni Ribisi, qu'on a peu l'habitude de devoir défendre des rôles aussi costauds et complexes. Et puis c'est un super film fantastique. On sent que Sam Raimi s'éclate bien plus que dans les 2 films précédents qu'il a réalisés. Les personnages sont très bien écrits, bref, à découvrir si ce n'est fait. Spider-Man, Spider-Man. Avant de créer le MCU en 2008, Marvel a tenté des trucs d'un point de vue cinématographique. Parfois très ratés, parfois très réussis, comme Spider-Man. C'est Stan Lee qui, après avoir vu Darkman, va voir Sam Raimi et lui propose d'adapter Thor. Et en fait, ça n'aboutit pas, parce qu'ils ont peur de s'attirer les foudres des religions. Les super-héros sont à ce moment beaucoup moins populaires qu'aujourd'hui, mais les geeks vont reprendre le pouvoir et redevenir cool. Ce film-là est épique, c'est sublime tant dans l'écriture, où on a vraiment une histoire des origines de Spider-Man parfaite, que dans la réal, et ce dès le premier volet. Beaucoup de scènes sont tournées pendant la Magic Hour, c'est-à-dire le moment où le soleil se couche, ce qui est une bête d'idée pour les plans de voltige. Puis les yeux de Willem Dafoe quoi, le mec triche pas, il se passe un truc dingue dans son regard. Et alors le second volet, c'est purement et simplement un chef-d'œuvre. Spider-Man 2 est un carton amplement mérité. Le score de Danny Elfman est exceptionnel, tout comme le reste de la BO. Le film respecte le code couleur des comic books des années 60. Alfred Molina, qui sort de plusieurs rôles forts au cinéma dont Frida et Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, joue un des meilleurs méchants du cinéma de super-héros avec le rôle d'Octavio, d'autant plus qu'on a une vraie dualité entre Peter Parker et Octavio, qui a la vie dont rêve Peter. Les décors sont fous, à l'image de l'antre d'Octavio qui semble sorti d'un film expressionniste allemand des années 30. Bon, histoire de dire un défaut, certains costumes n'ont pas très bien vieilli, mais le film regorge d'effets pratiques impressionnants à revoir aujourd'hui. Accueilli assez fraîchement par le public à cause de ses scènes un brin maladroites et d'un côté un peu surchargé, Spider-Man 3 a néanmoins de grandes qualités. Il aborde frontalement la question du pardon et celle de la culpabilité autour de la mort de l'oncle Ben et de ce que ça peut provoquer chez Peter. Le méchant est brillamment traité et sa scène finale est sublime tant sur le fond, dans l'idée, que sur la forme. Ce personnage représente une émotion non résolue chez Peter et les scènes autour de lui sont les plus belles et intemporelles scènes CGI que je connaisse. De plus, le costume noir est vraiment super beau. Moi, j'ai découvert le film à 14 ans et voilà quoi. Et voilà, Sam Raimi en a fini de la trilogie Spider-Man et se plonge maintenant dans un film à plus petit budget et à plus petite échelle avec Jusqu'en Enfer. C'est l'histoire d'une assistante, je crois, dans une banque. Bon, en tout cas, elle refuse à une cliente une extension de son prêt un jour. Une dame âgée. Et ça ne va pas bien se passer du tout. Les séquences de terreur sont folles. Alison Lohman dans le rôle principal est incroyable. Si vous ne connaissez pas cette actrice, je vous conseille Big Fish, où elle a un super second rôle. Le maquillage est fabuleux, il devient de pire en pire avec le temps, et il a un côté très inquiétant. Bon, c'est quand même bien trashos, c'est pas à laisser être vu par tout le monde, mais c'est à voir si vous aimez ce registre-là. Passons tout à fait à autre chose maintenant, puisqu'en 2013, Sam Raimi réalise Le Monde Fantastique d'Oz. Il faut savoir que Sam Raimi était un magicien amateur quand il était jeune. Donc son histoire de bonimenteur qui sait très bien mentir est bien plus personnelle que ce qu'on pourrait penser au premier abord en se demandant ce que Sam Raimi a été faire dans cette galère. De plus, ça n'aurait pas été intéressant pour lui de faire une adaptation sombre du Magicien d'Oz, puisque c'est déjà ce qu'a fait Walter Murch 30 ans avant. J'adore le monde fantastique d'Oz. Il regorge d'idées visuelles, c'est très touchant et inspiré, et la 3D est utilisée à bon escient et avec parcimonie, vraiment tel qu'il faut l'utiliser, sans excès. Puis James Franco est vraiment excellent dans ce rôle. Et pour finir, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. On est en 2022, Sam Raimi fait son retour 9 ans après son dernier film. Il y a des fulgurances. Alors le pitch c'est...
Oh waouh, c'est un délire le pitch halluciné, ils sont en roue libre totale la Marvel. En vrai, je m'en fous un peu du film, mais je me raccroche aux branches quand je vois que Sam Raimi arrive à imposer quelques secondes sympas. La bagarre à coups de notes de musique, digne de Crazy Kung Fu, les miroirs, ou la consistance donnée à la sorcière rouge. La scène de Bruce Campbell aurait pu être bien plus fun et originale. C'est vraiment la même chose que dans Evil Dead 2. Et surtout mieux amené, pourquoi est-ce que c'est le gentil de l'histoire qui impose à ce gars de se mettre des patates non-stop sérieux ? Puis à la fin, quand il me dit c'est fini, j'ai l'impression que le film en lui-même était un supplice pour Sam Raimi, enfin il se passe un truc bizarre. C'est un peu long, c'est un peu triste quand même, et j'espère que Sam Raimi fera un autre film plus personnel et hors studio, un peu comme Joey Dante avec ses 2 derniers films. Bon, ça reste bien pour un Marvel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai essayé d'être le plus concis possible sur chacun des films. Je remercie Capture Mag parce que je leur dois beaucoup d'anecdotes et que leurs analyses sont très pertinentes. Et j'espère t'avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir les films de Sam Raimi. A plus! Hello, my name is Sam Raimi. I'm the director of such movies as Evil Dead, Crime Wave, Mort sur la Grille, Evil Dead 2, and most recently, Darkman. Maybe you've heard about them. When I'm shooting a movie, I just don't have time to massage my scalp with hair lotions. It's not the type of conduct that one would assume in a major motion picture production. You just don't do that. This attitude is irresponsible. So if you're the witness to this scene... Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Write to the Foundation against directors who don't do shit on their shoot. As James Cameron, Sam Raimi, and Luc Besson of Le Grand Bleu subscribe to the Foundation against directors who don't do shit on their shoot, right now. If the Darkman segment was short, here's a little more. Thank you for your attention.